Bonsoir à tous et bienvenue ce soir. J'ai une collection glaçante d'histoires de cryptides et d'extraterrestres. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et n'oubliez pas de jeter un œil à notre Patreon pour des avantages ultra exclusifs et sympas. Mais pour l'instant, il est temps de s'installer confortablement et de laisser l'obscurité prendre le contrôle. Il y a un endroit à la campagne où je vis. J'aimerais pouvoir me souvenir du nom. Ça pourrait être quelque chose comme Bomblagini, même si je n'ai jamais réussi à le trouver sur une carte. Pourtant c'est réel, et les gens d'ici en parlent, parfois d'une manière qui donne l'impression que ça aurait dû disparaître de la surface de la Terre. L'endroit n'est pas vraiment une ville, c'est plutôt un bout de terrain. Quoi que ce soit, tout là-bas est mort. Et je ne parle pas d'abandon, je veux dire qu'il n'y a aucune vie là-bas, aucune faune en tout cas. Pas de poissons dans l'eau, pas d'insectes, pas de grenouilles, pas de lapins. C'est étrange et inquiétant. Tu vois, il y a aussi un plan d'eau là-bas, pas vraiment un lac, mais plus grand qu'un étang, d'après les habitants. Il y a des décennies, quand c'était vivant avec des perches, aussi des bars et tout ce qu'on trouve d'habitude, mais depuis des années, il n'y a plus que de l'eau. On dit qu'il s'est passé quelque chose là-bas à l'époque, mais je ne me souviens plus quoi. Radiation, produit chimique d'un ancien projet militaire ou pipeline enterré suite à un effondrement. Je ne me souviens pas vraiment. Le fait est que la plupart des gens n'aiment plus en parler. Et si tu le mentionnes, ils vont juste te lancer un regard bizarre et changer de sujet. Mais ce dont je me souviens clairement, c'est de ce qui est arrivé à un gars qui vivait près de cette zone qu'on appelait Billy. Il était ce que la plupart des gens de la ville appelleraient le gore du coin. Bourré mais sympathique, généralement inoffensif, et on le voyait souvent tituber autour de la station-service à la recherche de bière et de conversation. Personne ne le prenait jamais au sérieux, il n'était pas instruit. La plupart du temps, il avait du mal à aligner une phrase sans bafouiller. Mais un soir, Billy est revenu en ville avec l'air d'avoir vu les portes de l'enfer. Ça devait être il y a environ 20 ans. J'étais au dîner quand il est entré. Son jean était trempé jusqu'aux genoux et il tremblait, tout pâle. D'habitude, on ne fait pas trop attention à ce que dit Billy. Mais ce soir-là, il ne sentait pas l'alcool. Ses mains tremblèrent et ses yeux étaient fixés sur le sol. Personne n'a finalement parlé. Sa voix était basse et claire, quelque chose que je n'avais pas entendu depuis très longtemps. Son histoire se passe ainsi. Il était sorti pêcher de nuit, comme il le faisait de temps en temps. Il ne pêchait jamais dans la zone morte. Évidemment, ça ne servirait à rien. Il a trouvé un petit coin, à environ 1 kilomètre en amont, là où la rivière coulait encore et où l'eau était claire. Il l'installait juste avant la tombée de la nuit, la poussière s'alignait, et il s'adossait sur la berge avec une cigarette. C'était calme, mortellement calme. Puis, juste après minuit, il a entendu un plouf. Au début, il a cru que c'était un cerf ou peut-être un sanglier, mais ensuite il l'a vu, à environ 10 mètres en aval. Quelque chose rampait, sur la berge opposée. Ça ressemblait à un cochon, a-t-il dit. Même corps bas et carrure, mais quelque chose différait. Ça ne bougeait pas comme un cochon, ses articulations se pliaient bizarrement, son dos était voûté et oscillait d'une manière qui ne semblait pas normale. Il la regardait s'avancer dans l'eau sans un bruit, sans grognement ni éclaboussure après le premier pas. Il bougeait presque gracieusement, comme s'il en avait l'habitude, et a traversé à la nage sans hésiter. Et puis, quand il est arrivé de l'autre côté, il a fait quelque chose que Billy ne pouvait pas expliquer. Il s'est tenu debout sur ses pattes arrière comme un homme, a-t-il dit. Il s'est levé lentement, dépliant ses longues jambes, redressant le dos et laissant tomber ses bras le long du corps. Cela ne ressemblait même plus à un cochon. Il était grand et maigre, et il est sorti de la rivière comme s'il l'avait fait 1000 fois. Il n'a pas regardé autour de lui, n'a pas couru, ne l'a même pas regardé. Il a juste disparu dans la lisière des arbres comme s'il avait une destination. Billy est resté là, figé, ses lignes détendues dans l'eau. Finalement, il est revenu à lui quand sa cigarette s'est consumée jusqu'à ses doigts. Il n'a pas rangé son matériel ni pris sa boîte à pêche, il s'est simplement retourné et est rentré en ville dans le noir. Les gens ne le croyaient pas. Certains riaient, d'autres disaient qu'il perdait la tête. Mais je me souviens de l'expression sur son visage, de la façon dont sa voix baissait quand il décrivait la chose. Debout dans la rivière, j'avais connu Billy pendant la majeure partie de ma vie. Il avait menti plein de fois sur le nombre de poissons qu'il avait pêchés et sur le fait qu'il avait été soldat, mais il n'avait jamais eu cet air-là. Il avait peur, il n'était pas ivre, pas confus et il n'essayait pas de se vanter.
Ici, c'est la vraie peur. Quelques semaines plus tard, il a cessé d'y aller et refusait même de prendre cette route, trouvant l'endroit malsain. Un jour, en fumant devant le magasin, il m'a confié que le lieu avait des yeux. Il est décédé il y a quelques années, seul dans sa caravane à la lisière de la ville. Quelques-uns d'entre nous ont fouillé dans ses affaires pour nettoyer et on a trouvé son ancienne boîte à pêche et quelques notes griffonnées à l'intérieur. Ça disait simplement « Il y a quelque chose dans l'eau ». On a tous compris de ce que ça voulait dire. Je ne sais pas si c'était réel, mais je sais que plus personne ne pêche par là-bas maintenant. C'est arrivé quand j'avais environ 4 ans. Et au fil des années, j'ai souvent hésité à savoir si c'était réel, une sorte d'hallucination, ou simplement un souvenir confus. Mais le fait est que ça n'a jamais disparu. C'est resté en moi, plus vif que la plupart des autres souvenirs de cet âge. Ça semblait réel au plus profond de moi. Je crois toujours que c'était réel, surtout parce que ma grand-mère n'en parle jamais, ce jour-là, pour planter le décor. Cela s'est passé dans le centre-sud de l'Arkansas, non loin de la frontière avec la Louisiane. Nous avions pas mal de terrain, un peu de forêt, un ruisseau qui restait généralement à sec en été et un grand pâturage derrière la propriété. Ma grand-mère possédait l'endroit et elle adorait m'emmener dehors. Elle était, et elle l'est toujours, une femme active, pragmatique, qui n'a jamais vraiment toléré la superstition ou quoi que ce soit de ce genre. Ce jour-là, elle nous a préparé un pique-nique et m'a dit qu'on allait juste faire une petite randonnée. Juste nous deux et son chien. Je ne me souviens plus de quelle race était cette chienne, juste qu'elle était une sorte de bâtarde de taille moyenne, couleur sable, qui se comportait plus comme une personne que comme un chien. La plupart du temps, elle n'aboyait jamais, sauf si elle avait une vraie raison, et elle ne réclamait jamais de nourriture. Nous sommes partis en fin de matinée, panier à la main, traversant le champ et le lit asséché du ruisseau vers le pâturage du fond. C'était une journée chaude et calme, sans un nuage dans le ciel. Il y avait ce grand cèdre près du bord du champ du fond, pas tout à fait sur la lisière des arbres, mais tout près. Ma grand-mère l'appelait toujours son arbre préféré. Il était large, haut et assez ombragé pour être agréable même en plein été. Nous étalons une couverture et mangeons. J'étais sûrement à la moitié d'un sandwich beurre de cacahuètes et confiture, sans croûte, quand la chienne, qui était allongée tranquillement à côté de nous, s'est soudainement levée et a commencé à aboyer bruyamment et agressivement. Grognements intenses, poils hérissés, elle tournait frénétiquement en cercle autour de nous. C'était inhabituel, je ne comprenais pas ce qui se passait, mais je savais que ce n'était pas bon signe. Ma grand-mère s'est levée vite et a regardé où le chien fixait, vers la lisière des arbres et le ruisseau que nous venions de traverser. Pour arriver ici, elle a commencé à ramasser les affaires du pique-nique d'une main et de l'autre, elle m'a attrapé le bras pour me tirer plus près d'elle. Elle répétait quelque chose à voix basse, trop doucement pour que je comprenne. Et c'est à ce moment-là que je l'ai vu, à environ 50 mètres, près du bord des arbres, quelque chose est sorti de l'ombre. Il n'était pas là, puis il l'était. C'est la meilleure façon dont je peux l'expliquer. Un instant, il n'y avait que des arbres et des broussailles, et l'instant d'après, une grande silhouette grise se tenait là où la forêt se terminait et où le champ commençait. Je n'ai toujours pas les mots pour le décrire entièrement. Ce n'était pas humain, j'ai envie de dire que c'était humanoïde, mais j'ai l'impression que c'est une facilité. Ça marche sur 2 jambes, mais c'était trop grand, trop large, ses bras étaient longs, la peau ou quoi que ce soit recouvrait. C'était d'un gris mat terne, sans éclat et sans poils. Ça ne faisait aucun bruit. Ma grand-mère n'a pas hésité, elle m'a attrapé, m'a soulevé dans ses bras et s'est enfuie en courant. Notre chien a filé à côté de nous, grognant toujours mais sans s'arrêter pour aboyer. Elle n'essayait pas de se battre, elle voulait juste s'enfuir. Maintenant, voici la partie étrange. Je suis presque certain qu'elle n'est pas retournée vers la maison en courant. Ça nous aurait fait traverser le ruisseau, puis traverser un champ ouvert sur près d'1 kilomètre, bien trop exposé. Elle a plutôt tourné à gauche et couru vers le cèdre. Je me souviens encore de la sensation qu'elle me serrait fort contre sa poitrine, du rythme saccadé de ses pieds frappant la terre battue. Elle est restée silencieuse même quand nous nous sommes arrêtés sous l'arbre et qu'elle m'a laissé descendre. Notre chien a vite arrêté d'aboyer. Une fois que nous l'avons rejoint, elle s'est assise à côté de nous, haletante, les oreilles endressées, mais n'était plus affolée. Mon cœur battait encore fort, mais je sentais que le danger était écarté. Quoi que ce soit, c'était parti. C'était comme si l'arbre avait fait quelque chose, je ne sais pas. Peut-être que je me sentais simplement plus en sécurité sous lui, mais ce moment s'est resté gravé en moi.
La texture rugueuse, l'écorce contre mon dos, l'odeur du cèdre dans l'air, et ma grand-mère agenouillée à côté de moi, serrant le bord de son panier de pique-nique comme un bouclier. Nous sommes restés là longtemps. Finalement, nous sommes retournés à la maison. Je ne me souviens pas si nous en avons parlé ou non. Je voulais dire que nous ne l'avons pas fait. Ce n'était pas quelque chose dont nous avons reparlé, même des années plus tard. Ma grand-mère a mentionné le cèdre plusieurs fois depuis, toujours avec respect, sans jamais reparler de ce qui s'est passé ce jour-là. J'ai tenté de demander, mais elle a éludé la question comme si c'était un rêve. Pourtant, je sais que ce n'est pas mon imagination. Je me souviens de sa peur et de la réaction de notre chien. Le chien n'a vécu 14 ans sans jamais re-aboyer ainsi. À ce jour, je n'ai aucune idée de ce que nous avons vu. Certaines personnes m'ont dit que cela pouvait être un yéti, ou une personne en tenue de camouflage, ou même simplement un cerf debout sur ses pattes arrière. Mais rien de tout cela n'a de sens. Ce n'était ni hirsute ni marron, et avançait résolument, comme s'il savait qu'on l'observait sans s'en soucier. Cela fait des années maintenant, mais je repense encore à ce jour-là plus souvent que je ne le voudrais. Je ne sais tout simplement pas si cet endroit était spécial, cette partie de la forêt, d'une manière ou d'une autre, et si j'ai aperçu quelque chose que je n'étais pas censé voir. Pendant la majeure partie de mon enfance et de mon adolescence, j'ai fait ce cauchemar récurrent. C'était toujours le même. Il y avait cette chose, cette créature que je ne pouvais décrire que comme un homme lézard, même si cela ne suffit pas à expliquer à quel point elle était troublante. Il était grand et mince, avec une peau tachetée et écailleuse qui scintillait légèrement. Ses yeux étaient énormes et vitreux, avec des fentes verticales qui brillaient faiblement. Le pire, c'est qu'il pouvait voir à travers mes yeux, pas au sens figuré, mais littéralement, dans le rêve. Je me cachais toujours quelque part pour lui échapper, parfois dans la cave, parfois coincé dans un placard et parfois sous un lit. Au début, il ne savait pas où j'étais, et je pouvais presque ressentir sa confusion alors qu'il errait dans les couloirs et rôdait autour de la maison, me cherchant. Mais dès que je regardais dehors, juste pour vérifier ma sécurité, ou entr'ouvrais la porte du placard pour voir à travers les stores, il savait exactement où j'étais parce que, alors, il venait voir ce que je regardais, il tournait instantanément la tête dans ma direction et commençait à venir vers moi. Je paniquais. Je sortais en trombe de ma cachette et courais vers une nouvelle, et le cycle recommençait à chaque fois. C'était comme si j'étais traqué, pas poursuivi, dans le sens habituel des rêves, où tu ne fais que courir encore et encore. Là, ça semblait intelligent et calculé. Chaque geste ou décision de regarder ou de respirer fort semblait important, comme si cela se produisait réellement. La peur était si réelle que je me réveillais en sueur, le cœur battant, vérifiant ma chambre pour être sûr d'être seul. Mais voilà ce qui me perturbe encore. Une nuit, j'avais peut-être 16 ou 17 ans, j'ai mentionné par hasard le rêve du lézardman à mon père. Je ne m'attendais à rien, je crois qu'on parlait juste de rêves bizarres en général. On échangeait des histoires autour d'un café. J'ai dit comme ça, ouais, j'avais ce cauchemar récurrent à propos de ce type lézard qui voyait à travers mes yeux. Chaque fois que je vérifiais s'il était parti, il me retrouvait. C'était comme un cache-cache impossible à gagner. Mon père s'est arrêté en plein milieu de sa gorgée et m'a fixé. Son visage a perdu toute couleur, vraiment, il est devenu d'une pâleur fantomatique, et j'ai pu entendre l'hésitation dans sa voix, avant qu'il ne dise quoi que ce soit comme. Il n'était même pas sûr de devoir ouvrir la bouche. Puis il a demandé très doucement « Le rêve, est-ce que ça s'est passé dans notre ancien endroit à East St. Paul, celui avec la rangée d'appartements derrière ?» À ce moment-là, je me suis figé, mon estomac s'est noué. Je n'avais pas mentionné cette partie, ce détail précis. La maison et le décor étaient toujours identiques dans le rêve, mais je n'avais jamais pensé que c'était important. J'ai dit oui, c'est là que je finissais toujours par me cacher. Le sous-sol, surtout dans la buanderie, parfois dans le jardin, près de la clôture, mais toujours dans cette maison. Pourquoi ? Et puis il m'a regardé et il a dit « Parce que je fais exactement le même rêve ». Je ne peux pas vraiment expliquer le sentiment qui m'a envahi à ce moment-là. C'était comme si l'air avait changé dans la pièce, ma peau s'est couverte de chair de poule, instantanément. Son visage était encore pâle et sa voix était devenue silencieuse. Je l'ai poussé à en dire plus. « Qu'est-ce que tu veux dire ?
le même rêve comme il l'a décrit. La cachette, la Hacker, la créature qui pouvait voir à travers ses yeux s'il regardait trop tôt. La panique de passer d'une cachette à l'autre tout en essayant de garder l'esprit calme, en espérant que la chose ne l'avait pas encore remarqué. Et toujours dans la même maison, notre vieille maison au bardage blanc écaillé, à la cuisine étroite, aux petits sous-sols et aux solives apparentes. Et cet espace maudit et cruel, même la vieille clôture en bois à l'arrière qui séparait notre cour du parking de l'immeuble. Nous sommes restés là longtemps à nous regarder sans vraiment savoir quoi dire ensuite. Impossible que ce soit une simple coïncidence. Il ne m'avait jamais parlé de ce rêve auparavant, et je n'en avais jamais parlé à qui que ce soit avant ce moment-là. Pourtant, nous avions tous deux fait le même cauchemar, avec la même créature au même endroit. Après cette nuit, j'ai repensé à cette maison où je m'étais toujours senti mal à l'aise. Je me souviens, enfant, je détestais être seul dans certaines pièces. J'évitais de descendre à la cave à moins que quelqu'un ne soit avec moi. Il pensait pensant que je faisais juste du cinéma. Mais maintenant, je me demande s'il n'y avait pas une raison. Ce qui rend ça encore plus étrange, c'est que je n'avais jamais fait ce rêve auparavant. Nous avons emménagé dans cette maison, et après notre départ, une fois que nous avons déménagé dans un autre quartier, ça s'est estompé. Je l'ai encore fait 1 ou 2 fois, mais pas comme avant, c'était comme si tout ce que j'avais était resté derrière. Mon père a dit la même chose. Ça s'est arrêté après notre départ, mais il ne voulait toujours pas trop en parler. Je voyais bien que ça l'avait profondément bouleversé. Je lui ai demandé s'il avait déjà réussi à vaincre ce rêve en restant caché sans regarder dehors. Il m'a répondu. Une fois, il a essayé, mais l'homme lézard est resté immobile, sans bouger ni regarder autour de lui. Il a juste attendu, comme s'il était prêt à rester là pour toujours, jusqu'à ce qu'il fasse une erreur, et finalement, il en a fait une. Je ne sais pas si c'était une hallucination partagée ou une étrange malédiction familiale. Franchement, je ne veux pas comprendre. À ce jour, je n'en parle que si quelqu'un insiste vraiment. Parce qu'une fois que tu commences à y penser, j'ai peur que ça revienne. J'avais 7 ans, au milieu des années 1970. Mon père travaillait de nuit à l'usine Chrysler sur Shadeland Avenue à Indianapolis. Ce soir-là, seule ma mère et moi étions à la maison. Le ciel avait pris ce bleu nuit profond du crépuscule, avec la dernière lueur du jour qui s'éteignait, avant que le monde ne soit englouti par l'obscurité. Maman m'avait bordé dans mon lit, éteignant la lumière mais laissant la porte ouverte. Mon petit lit à baldaquin jumeau, avec son motif à carreaux Vichy rose et blanc, était juste à côté de ma fenêtre pendant que j'étais blotti avec mes peluches. Quelque chose dehors attira mon attention. Un étrange engin transparent descendait du ciel, tournant très vite, mais il n'avait ni pale, ni hélice, ni rotor. Même enfant, je savais comment fonctionnaient les avions et les hélicoptères, mais ceci était différent. Il tournait vite, pulsant de lumières rouges, bleues et vertes alternées. On aurait dit qu'il était fait d'acrylique ou de verre lisse, presque cristallin. Il se déplaçait lentement, descendant tout droit dans une descente contrôlée, avant de s'arrêter, planant silencieusement juste derrière ma fenêtre. Il était resté là, suspendu, tournant et clignotant. J'observais avec émerveillement, tentant de comprendre avec mon esprit d'enfant. Ça me rappelait une lumière de Noël, en forme de gland ou de toupie sans la poignée. Après ce qui m'a semblé être 30 minutes, il a bougé, mais au lieu de s'incliner ou de virer comme le ferait un avion. Il s'est déplacé à un angle parfait de 90 degrés, glissant de ce côté avant de s'arrêter à nouveau. Puis, après une autre brève pause, il est revenu à sa position d'origine. J'étais figé sur place, le souffle coupé. Même à l'époque, j'étais un gamin pragmatique et réfléchi, je n'inventais pas d'histoires sans farfelues. Je savais que ce que je voyais n'était pas normal, mais le moment qui a tout changé, c'est quand j'ai soudain compris que je savais que j'étais en train de le regarder. Je ne sais pas comment je savais qu'il n'y avait aucun son, aucun mouvement, aucun signe. Juste une prise de conscience soudaine et indéniable qu'il m'a vu aussi, et l'instant où cette pensée m'a frappé. Zoom, l'engin est monté droit vers le ciel comme une balle, disparaissant dans le ciel à une vitesse impossible. Je suis resté là, stupéfait. La seule chose à laquelle je pensais, c'est qu'on n'avait rien de tel ici sur Terre. J'ai appelé ma mère, mais elle ne m'a pas entendu, ou peut-être qu'elle a appris ça pour des bavardages d'avant le coucher. Je voulais lui dire de quitter ma chambre en courant et expliquer ce que je venais de voir, mais une réalité lourde s'est imposée à moi.
Je ne suis qu'un petit enfant, personne ne me croirait. J'ai passé des années à essayer de comprendre cette nuit-là. Je sais que je ne rêvais pas, je venais juste de monter dans mon lit et je n'avais même pas encore posé la tête, mais le souvenir est encore vif. Puis, il y a environ 10 ans, je regardais Rencontre du troisième type. Je suis un grand fan de Steven Spielberg et de Stephen King. Et il y a une scène où des contrôleurs aériens suivent un objet non identifié au-dessus d'Indianapolis, un moment inspiré par des événements réels à l'aéroport international d'Indianapolis. En regardant, la réalisation m'a frappé comme une vague déferlante. Ce que ces pilotes et ces contrôleurs aériens ont vu cette nuit-là, c'était exactement la même chose que j'ai vu quand j'étais petite fille. L'heure, l'endroit, la description, tout correspond parfaitement. Même après toutes ces années, je me demande encore ce que c'était et pourquoi il semblait m'avoir remarqué. C'est arrivé en 2009. J'étais chez ma mère pour le week-end de la fête du travail. Elle et son petit ami étaient fin partie camper, donc il n'y avait que moi, ma grande sœur et sa fille qui restions à la maison. Ma sœur avait couché ma nièce et nous étions dans la chambre d'amis qui était autrefois une véranda, donc il y avait des fenêtres partout. Allongés sur le lit, nous écoutions de la musique et discutions. J'étais le plus proche du mur, regardant par l'une des fenêtres au-dessus du toit. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué quelque chose dans le ciel. Ça ressemblait à une étoile, mais il y avait quelque chose d'étrange. Elle brillait plus que les autres et restait immobile dans le ciel, sans le traverser. Pas parfaitement immobile, mais elle flottait un peu dans la même petite zone. J'ai regardé pendant quelques minutes en me disant que c'était peut-être juste un satellite, puis j'ai arrêté d'y prêter attention. Un peu plus tard, ma sœur s'est levée pour aller aux toilettes. Quand elle est revenue, elle s'est tenue à côté du lit, a regardé par la fenêtre et a demandé « Tu vois ça ?» Je me suis levé et j'ai regardé où elle pointait du doigt. C'était la même sphère que j'avais vue auparavant, mais maintenant elle avait traversé le ciel et flottait entre deux arbres. J'ai vérifié la fenêtre au-dessus du toit où je l'avais vue, elle n'était plus là. Donc oui, elle avait clairement bougé. Nous l'avons observée pendant bien 45 minutes. C'était à peu près de la taille d'une étoile, voire un peu plus grande, mais bien plus brillante et vivante. Elle ne se comportait pas comme nous en avions l'habitude. Elle planait comme un hélicoptère et pulsait de lumière. Finalement, elle a dérivé derrière l'arbre à droite et nous avons couru dehors pour avoir une meilleure vue. Quand nous avons levé les yeux à nouveau, d'une manière ou d'une autre, elle était de l'autre côté du ciel, toujours en train de planer et de scintiller. Nous nous sommes tenus au milieu de la rue. Il était environ 1h du matin à ce moment-là, et l'un de nos voisins est sorti. Nous lui avons demandé s'il l'avait vue. Il a dit que oui, et il est même retourné à l'intérieur pour nous prendre des jumelles. En regardant à travers, nous n'avons distingué que la lumière, sans forme. Mais de près, on pouvait voir qu'elle alternait rapidement entre le rouge, le vert et le blanc, ce qui explique sans doute pourquoi elle semblait scintiller. Nous l'avons observée un moment, puis avons décidé d'aller nous coucher. Le lendemain matin, nous avons vu des publications en ligne et entendu d'autres en ville dire avoir vu la même chose. Rien que ça, c'était déjà assez étrange. Mais voici la partie qui m'est restée en tête. Le lendemain, j'étais sur le point de prendre une douche, j'ai enlevé ma chemise et j'ai remarqué quelque chose sur mon flanc. Quand je me suis tourné pour regarder, il y avait une marque d'environ 8 cm de long, parfaitement droite, sombre et complètement cicatrisée, comme une vieille cicatrice. Ce n'était pas une égratignure, rien de récent. Mais je n'avais jamais subi d'opération, je ne m'étais jamais blessé. Rien ne s'était passé la veille qui aurait pu causer ça, et c'est apparu sur mon corps du jour au lendemain. J'ai encore la marque, même si elle était maintenant pâle, mais je le jure surtout, elle n'était pas là la veille au soir. J'ignore ce que j'ai vu dans le ciel, mais une cicatrice est apparue juste après, sans explication sur sa provenance. Des trucs flippants. Je suppose qu'au moins, ça fait une bonne histoire à raconter en soirée. C'est arrivé la nuit d'Halloween en 2014. Je rentrais d'une fête vers minuit chez mes parents. Ils vivaient dans un quartier calme et leur maison est située à environ 5 à 6 mètres de la route. J'ai dû me garer près du trottoir et quand je suis arrivé, toutes les lumières étaient éteintes. Mes parents étaient apparemment déjà endormis et toute la maison était plongée dans le noir complet.
Alors que je verrouillais ma voiture et que je traversais la cour avant en direction de la porte, j'ai remarqué quelque chose qui m'a figé sur place. Un seul grand arbre à feuilles persistantes se trouve dans la cour, à gauche près de la limite avec la maison voisine. C'est là que je l'ai vu. Derrière le tronc de l'arbre à feuilles persistantes se trouvait quelque chose de grand, environ 2,10 m ou 40, pâle, presque blanc bleuté, avec une faible lueur diffuse, juste assez visible dans l'obscurité. Ça avait une forme humaine, mais ses proportions étaient étranges. C'était vraiment mince, avec des bras et des jambes ridiculement longs et des doigts encore plus longs. Pas de visage ni de véritables traits. Juste cette silhouette allongée, vaguement humanoïde. Ma première pensée a été que ça devait être une décoration d'Halloween. Peut-être que les voisins avaient installé quelque chose. Je suis resté là, les clés à la main, à le regarder en essayant de comprendre exactement ce que j'étais en train de voir. C'est à ce moment-là que sa tête a commencé à bouger, pas en tournant lentement, mais en tressaillant de gauche à droite. Je n'ai pas bougé, je suis resté là, la rue, complètement silencieuse, et c'est à ce moment-là que ça a bougé. Il a fait 3 longues enjambées depuis derrière l'arbre, directement vers le côté de la maison, et il se déplaçait avec une certaine étrangeté. Comme quelque chose que tu verrais si tu tendais un élastique et que tu le laissais claquer. Ça ne s'est pas brouillé ni volatilisé. Ça s'est étiré dans l'air et a filé derrière la maison, comme si ça glissait beaucoup trop vite pour un humain. Le temps que je me mette en mouvement et que je cours à l'intérieur, c'était parti. Mais il n'y avait aucun bruit, aucune trace de sa présence. Mais je n'arrivais pas à me débarrasser de la sensation d'être observé, surtout depuis les fenêtres. Chaque surface réfléchissante dans cette maison me donnait la chair de poule. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Je suis juste resté allongé dans mon lit à essayer de me convaincre que c'était un déguisement, une blague ou un jeu de lumière. Mais je savais que ce n'était pas le cas. Ça s'est passé en 2006, j'avais 20 ans, c'était un jour de semaine. C'était au début de l'automne. Je venais de finir le travail et j'allais directement chez ma copine pour dîner. Elle vivait avec sa mère, sa grand-mère et sa petite sœur, toutes les 4 dans la maison. La soirée était assez ordinaire. J'ai aidé à mettre la table en arrivant, nous avons dîné ensemble. Puis après le repas, ma copine et moi sommes allés dans sa chambre. Nous avons discuté allongés, fait des plans pour le week-end et regardé la télé pendant quelques heures. Il commençait à se faire tard, et je devais me lever tôt le lendemain matin, alors j'ai finalement décidé d'aller me coucher. J'ai mis ma veste, je l'ai embrassé pour lui dire au revoir, et je suis descendu. Sa maison avait un long couloir qui traversait la cuisine pour arriver jusqu'à la porte d'entrée. En entrant dans la cuisine, je me suis arrêté net. Je n'ai rien entendu, je l'ai juste vu. Il y avait 2 créatures devant moi qui guidaient Bande et sa petite sœur vers la porte d'entrée. Elles faisaient peut-être 1,20 m, maigres comme tout, avec de longs bras fins et des coups anormalement longs. Elles bougeaient comme si elles avaient l'habitude de faire ça, silencieuses et coordonnées, et portaient ce qui semblait être des combinaisons noires moulantes, sans fermetures éclairs, sans couture, juste lisses et moulant sur tout leur corps. Leur tête, grosse qu'on ait besoin comme des melons, était laissant légèrement penchée sur en avant, comme s'ils voyaient où aller sans lever les yeux. Je me sentais complètement déconnecté de mon corps, comme si j'observais la scène depuis l'autre côté de la pièce ou sous l'eau. Ça ne semblait pas réel, je ne pouvais pas bouger. Puis une autre silhouette est sortie derrière eux, celle-ci était beaucoup plus grande et avait l'air complètement différente. Il est sorti de la même chambre qu'eux, les suivants comme s'il était le chef. Je le jure sur Dieu. Cette chose ressemblait à un lézard dans une robe à capuche. Son visage était brun, cuirassé et écailleux. Il n'a pas cligné des yeux, mais m'a regardé droit dans les yeux en passant, mais je n'ai pas pu lire son expression. Ça m'a donné la chair de poule, sur tout le corps. Les 3, avec sa petite sœur au milieu, marchant comme si elle était en transe, sont passés directement à travers le mur avant de la maison. Comme s'ils n'étaient même pas solides. J'ai eu un trou noir, puis je me suis réveillé tout habillé dans le lit de ma copine à l'étage. Tout m'a frappé d'un coup. Je me suis souvenu de chaque détail, comme si ça venait juste d'arriver, la façon dont ils bougeaient, l'apparence de leur peau, la forme de leur corps. Je pouvais sentir la peur dans ma poitrine comme un poids, et je me suis redressé d'un coup pour tout raconter à ma copine immédiatement.
Elle m'a dit que cela arrivait depuis son enfance, mais que personne hors de la famille n'en parlait. Elle a dit que c'était un secret de famille et a admis que c'était en grande partie pourquoi son père était parti. Il ne pouvait pas le supporter. Plus tard dans la journée, nous avons appris qu'un voisin avait appelé au milieu de la nuit, parce qu'ils avaient vu sa sœur allongée nue et inconsciente dans le jardin de devant, sans aucun souvenir de comment elle était arrivée là. Après cette nuit-là, il y a eu plus de choses étranges dans la maison, des bruits bizarres, des lumières qui clignotaient. Sa sœur fait plus souvent du somnambulisme. Parfois, elle disparaissait de son lit et il la retrouvait recroquevillée ailleurs dans la maison. Nous sommes restés ensemble encore 1 an environ. Après cette nuit-là, j'ai vu d'autres choses étranges, mais rien d'aussi intense. Nous nous sommes séparés, mais sommes restés en contact un temps. La dernière fois que je lui ai parlé remonte à 8 ans, et j'ai appris depuis que la maison était devenue encore plus étrange. Et je sais comment cela peut paraître, et je n'y croirais pas non plus si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux. Mais je l'ai vu, et je me rappelle exactement ce que j'ai ressenti. Debout, figé, alors que 3 créatures inhumaines faisaient l'empasser une petite fille à travers un mur comme si de rien n'était, ce moment ne m'a jamais quitté. J'avais 27 ans, je vivais seul dans ma maison de ville à Riverview, et je travaillais comme chef exécutif dans un restaurant local. C'était ma soirée de repos et, après un après-midi à boire, j'avais fait une sieste. Quand je me suis réveillé, il était 21h, en plein automne, il faisait déjà nuit dehors. J'avais faim et des brownies me faisaient vraiment envie, mais je n'avais pas envie d'en préparer. L'épicerie la plus proche avait fermé à 20h, alors j'ai pris mes clés et je suis allé de l'autre côté de la ville jusqu'au Walmart, en prenant la voiture rapide, puisque c'était le chemin le plus rapide. Après avoir fait le plein de snacks et d'autres essentiels, j'ai repris la route vers chez moi. À ce moment-là, il était presque 22h et la route était calme, il n'y avait que quelques voitures par-ci par-là. La fenêtre ouverte, je profitais de l'air frais de l'automne et c'est à ce moment-là que je les ai vus. Plusieurs grands orbes orange lumineux flottaient dans le ciel nocturne à moins d'1 mile au nord de l'autoroute. Elles ne clignotaient en même temps pas comme des lumières d'avion et elles ne bougeaient pas les pas non plus comme quoi que ce soit que j'avais déjà vu auparavant. L'autoroute s'étend d'est en ouest, perpendiculairement au fleuve Mississippi, avant de traverser l'Illinois, et les orbes semblaient flotter dans cette direction générale. Je suis arrivé à mon tournant et j'ai marmonné pour moi-même « Mec, c'est bizarre ». Puis ça m'a frappé. Peut-être que ce n'était que le reflet des lumières oranges de l'autoroute sur la vitre côté conducteur. Ça a du sens, ai-je pensé. Mais en tournant à gauche vers mon appartement, je me suis figé. Ma vitre côté conducteur était déjà baissée. Ce n'était pas un reflet. Un frisson m'a parcouru l'échine alors que j'essayais de comprendre. J'ai cru que c'était un simple effet de lumière. Déterminé à me prouver le contraire, j'ai fait demi-tour, me dirigeant vers l'ouest sur l'autoroute, avançant lentement tout en regardant par la fenêtre du passager. Rien. J'ai fait demi-tour, repartant vers l'est en direction de la rivière, scrutant le ciel. Toujours rien. J'ai fait cet aller-retour encore quelques fois, changeant de vitesse, montant et descendant ma fenêtre, testant différents angles. Mais les sphères avaient disparu, l'endroit dans le ciel était introuvable. Je ne pouvais me débarrasser de l'impression d'avoir vu quelque chose, alors j'ai contacté la chaîne locale, sans réponse. Puis auto sur un coup de tête, j'ai appelé le poste de police, le standardiste a décroché. « Salut, ça peut sembler étrange, mais avez-vous reçu des appels ce soir concernant des lumières inhabituelles dans le ciel ?» Silence, puis un soupir et un roulement des yeux. « Oh non, nous n'avons reçu aucun appel concernant des lumières dans le ciel. » Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Voilà, c'était tout. Vous savez, les gens disent toujours « Je sais ce que j'ai vu ». Eh bien, je ne sais pas ce que j'ai vu, mais je sais que j'ai vu quelque chose. Quelques années plus tard, j'ai fini par sortir avec une fille qui était vraiment passionnée par les extraterrestres, et je ne parle pas seulement du fait qu'elle aimait X-Files. Je parle de théories du complot à part entière, de reptiliens, d'hybrides extraterrestres, de dissimulation gouvernementale, tout le package. Un soir après qu'on ait terminé, on était allongés dans le lit en train de discuter, et elle m'a demandé si j'avais déjà vu quelque chose d'étrange, alors je lui ai raconté l'histoire. Elle m'a lancé un regard bizarre. « Quoi ?» j'ai demandé. « Ils ne sont pas censés s'approcher autant de la ville, elle a dit. » Complètement, sérieusement. Ça m'a un peu foutu la trouille. Mais en même temps, elle pensait aussi que les fédéraux étaient garés devant chez elle pour surveiller ses activités.
Donc ouais, prends ça avec un sac entier de sel, parce qu'un seul grain ne suffirait pas. Ma famille possède une pension pour chevaux de taille respectable, et quand on a commencé, on faisait tous ensemble la tournée du soir. Il fallait faire le tour de la propriété la nuit, éteindre lumière et ventilateur, vérifier les portes de l'écurie et l'état des chevaux, surtout leur couverture par temps froid. Des choses de routine. Cela s'est produit une nuit après notre retour du restaurant, vers 21h30 ou 22h. Le ciel était complètement noir, il n'y avait pas la moindre lueur de lune. Nous avons garé le camion près de la grange comme d'habitude. Nous sommes sortis et nous nous sommes figés immédiatement. Juste derrière la lisière, près d'un enclos, quelque chose d'énorme s'est levé. Ce n'était pas une personne, ce n'était pas un cheval. C'était cette silhouette massive, gris clair, d'abord vague dans sa forme, mais clairement solide, plus grande que tous ceux à quoi nous nous attendions là-bas. Je la comparerais à un pick-up simple cabine, peut-être un peu plus haute. La chose s'est levée, puis, en quelques foulées rapides, s'est élancée vers le pâturage ouvert. Pas de grognement, pas de respiration. Il n'a pas fait un bruit, à part les lourds bruits sourds de ses pas lorsqu'il courait sur la terre dure et l'herbe sèche. C'est ce qui m'est resté. Ça sonnait réel et lourd, comme si ça avait un vrai poids, mais son mouvement ne correspondait pas, ça allait trop vite pour quelque chose de cette taille. La façon dont ça a filé n'avait rien de normal, c'était presque comme si ça glissait, mais on entendait quand même les coups sur le sol. Quelques secondes plus tard, on a entendu une soudaine agitation chez les chevaux. Ceux qui étaient dans ce pâturage ont complètement perdu la tête. Ils hurlaient et paniquaient, partant en mode ruée totale vers la clôture du fond. Je ne les avais jamais vus réagir ainsi, même pendant les orages. Nous y sommes allés rapidement, croyant qu'un cheval s'était enfui ou qu'il y avait eu une effraction. Nous avons fait un comptage complet et revérifié, et chacun d'eux était bien là. Rien ne manquait, aucune trace de blessure ou de sang, aucune dégradation des clôtures ou quoi que ce soit. Nous n'avons jamais trouvé de trace de ce que c'était. Je ne l'ai jamais revu, et j'espère sincèrement ne jamais le revoir. J'y pense encore, à la façon dont ça bougeait, cette vitesse, ce silence, cette taille impossible. Ce n'était pas naturel, et quoi que ce soit, ça n'avait certainement rien à faire avec les chevaux. Je veux vous raconter une histoire à propos d'une rencontre humanoïde que j'ai eue. Je vais donc commencer par les rêves. La plupart des rêves ont une logique surréaliste où l'on se laisse entraîner sans contrôle, mais ce rêve était différent. Je pouvais penser clairement, je sentais le parquet sous mes pieds, je pouvais même sentir l'odeur de l'air ancien dans la maison et ressentir ma propre respiration. Tout cela a commencé quand j'avais environ 12 ans. Vers 2010, je séjournais chez mes arrière-grands-parents, chez eux, dans le comté de Chatouga, en Géorgie. C'est une région rurale, il n'y a pas beaucoup de maisons. Leur maison était au bout d'un chemin de gravier, entouré de quelques autres maisons espacées. Le lac s'entendait depuis le porche. Parfois, une nuit, vers 1h du matin, je me suis levé du lit pour aller chercher un verre d'eau. La maison était grande et ancienne, avec des planchers qui grinçaient et de longs couloirs. Je suis sorti de la chambre et j'ai descendu le couloir étroit en direction du salon. La cuisine y était directement attenante. Je l'avais déjà fait une centaine de fois, mais cette fois, en m'approchant du salon, tout semblait étrange. C'est la lumière qui m'a frappé en premier. La pièce n'était pas sombre, mais la lumière n'était pas normale non plus. C'était une douce lueur jaune, semblable à la lumière du plafond, mais différente de nos ampoules habituelles. Ça semblait altéré et artificiel, ralenti, comme un filtre sur la réalité. J'ai contourné le coin et c'est là que je l'ai vu. Au milieu de la pièce se tenait une grande silhouette drapée de noir. De chaque côté de lui se trouvaient 2 silhouettes plus petites. Je pouvais à peine les distinguer. Ils semblaient en disparaître dès que je me concentrais sur eux. Des formes vagues, comme quelque chose à moitié effacé ou griffonné à la hâte en arrière-plan d'un dessin. J'aurais reconnu les plus petits comme ressemblant à des extraterrestres gris, mais à ce moment-là, ils n'avaient pas de forme définie, ils étaient juste là, puis disparaissaient. La silhouette grande, cependant, était impossible à manquer. Tourné dos à moi, il devait se pencher pour passer sous le plafond, sa cape s'arrêtait à la hauteur d'un homme grand.
Mais quand il s'est retourné, j'ai eu l'impression qu'il gagnait 60 centimètres de plus, et quand il s'est tourné, j'ai senti que tout changeait. L'air lui-même, le temps, le son. Il m'a fixé du regard, et à ce moment-là, mon corps s'est figé, je ne pouvais pas crier, je ne pouvais pas respirer. Tout ce que je pouvais percevoir, c'était l'odeur. Je ne savais pas comment la décrire avant, pas avant que mon arrière-grand-père passe ses dernières semaines en soins palliatifs. C'était l'odeur de la mort, ni la pourriture, ni le sang, mais la mort. Son visage était lisse et pâle, sans trait distinctif à l'extérieur. La silhouette classique d'un extraterrestre, une longue tête arrondie, des fentes à la place du nez et une petite bouche. Mais les yeux n'étaient vraiment pas normaux. On aurait dit qu'ils n'appartenaient pas à notre monde. Il resta immobile un instant, m'observa puis s'avança et sortit de son manteau. Il tendit une main longue et fine. Ses doigts se recourbèrent comme des branches vers mon visage et dès que sa peau toucha la mienne, je perdis connaissance. Je me suis réveillé sur le canapé dans le salon, il était juste après l'aube. Je me suis levé, confus, et je suis retourné en traînant les pieds vers ma chambre. Et dès que je me suis allongé, le souvenir de ce qui s'était passé m'est revenu en pleine face. J'ai mis la couverture sur ma tête et je suis resté là jusqu'à ce que j'entende mon arrière-grand-mère s'activer dans la cuisine. 2 ans ont passé, mon arrière-grand-père était parti, j'avais grandi, mais les rêves continuaient. Je rêvais souvent du grand, silencieux et observateur pendant un temps. Je le voyais presque toutes les nuits, surtout dans les semaines qui ont suivi la première nuit, la deuxième fois où je l'ai rencontré dans la vie réelle. C'était la même mise en scène. Tard dans la nuit, je me suis levé pour boire un verre, cette fois c'était un Dr Pepper et à mi-chemin dans le couloir, je me suis arrêté. L'air était de nouveau étrange, le bourdonnement en arrière-plan et ce subtil sentiment d'effroi étaient d'un revenu. Je ne pouvais pas retourner me coucher. Je n'avais pas peur, mais je n'étais pas calme non plus. C'était plutôt comme si j'étais guidé, comme si mes choix ne m'appartenaient pas. Quand je suis entré dans le salon, il était déjà là, face à moi. Pas de petite silhouette cette fois, aucune odeur, mais un bourdonnement sourd comme un générateur lointain. Sa présence était écrasante, mais ce n'était pas comme la première fois. Il semblait moins surpris, plus calme. Il leva de nouveau un long bras et la même chose se produisit. Sa main m'a touché et j'ai perdu connaissance. Encore une fois, je me suis réveillé sur le canapé et encore une fois, il me restait ce sentiment persistant d'être observé. Au cours des années suivantes, je ne l'ai plus jamais vu éveillé, mais les rêves ont continué. Parfois il redevait, il revenait encore tous les quelques mois, parfois plusieurs nuits de suite, et à chaque fois, quand je me réveillais, c'est en sueur, glacé et terrifié. Une nuit, j'ai tenté de rester réveillé pour l'attraper, assis dans le salon à attendre. Je ne l'ai jamais vu. Je me suis réveillé des heures plus tard dans une position étrange, sur le dos, les jambes en l'air, au-dessus du canapé, les couvertures éparpillées. Je ne sais pas ce qu'il est, je ne sais pas pourquoi moi, mais je sais ce que j'ai vu. Je suis un père célibataire. Mon fils est né en 2010, et il est de loin la chose la plus importante dans ma vie à cause de cela. Quand il s'agit de souvenirs avec lui, tout semble plus net et plus vivant. C'est peut-être pour ça que ces expériences étranges me marquent autant. Elles se produisent toutes dans la même condition quand il dort dans le même lit que moi. Depuis la toute première fois où il s'est blotti à côté de moi la nuit, des choses étranges ont commencé à se produire. Pas toutes les nuits, mais suffisamment pour que je remarque un schéma. Une fenêtre entr'ouverte alors que je savais qu'elle était verrouillée, une veilleuse débranchée et posée par terre. Des bruits doux et délibérés qui me tirent à moitié du sommeil. De faibles ombres ou des formes dans ma vision périphérique lorsque je bouge, qui disparaissent toujours avant que je puisse les distinguer. De petites choses sont ici, petites choses anxieuses qui sont faciles à expliquer individuellement, mais pas quand elles se répètent, et jamais quand je dors seul. J'ai mis ça sur le compte de la coïncidence, peut-être simplement une mauvaise mémoire, peut-être que mon esprit me joue des tours. J'ai déjà eu des paralysies du sommeil, assez pour connaître la différence entre les hallucinations terrifiantes habituelles et ces autres moments. Celles-ci sont différentes, plus réelles,
Elles ne s'accompagnent pas de cette angoisse viscérale, de cette profonde terreur ou de ce poids écrasant sur ma poitrine. Au contraire, ces moments sont calmes. La nuit dernière en faisait partie. Mon fils avait de la fièvre et ne se sentait pas bien, alors je l'ai laissé dormir dans mon lit. J'ai récemment commencé à travailler de nuit, ce qui veut dire que je suis devenu un très léger dormeur pendant la journée. Et même pendant mes nuits de repos, je ne dors plus jamais vraiment profondément. Je me souviens l'avoir regardé juste au moment où je commençais à m'endormir. Il avait repoussé ses couvertures, il fait toujours ça. Il détestait avoir trop chaud. Et ses oreillers avaient bougé, donc sa tête reposait en partie sur le matelas, ce qui n'avait rien d'inhabituel. J'ai noté mentalement de lui rendre la couverture. Si je me réveillais de nouveau, et vers 3h45 je me suis effectivement réveillé, mais pas à cause de lui. Ça a commencé par un bruit, pas fort, mais assez aigu pour me sortir du sommeil. Instantanément, je me suis redressé, quelque chose n'allait pas. C'est là que j'ai remarqué que la porte de ma chambre était ouverte. Je ne la laisse jamais ouverte, c'est l'une de ces habitudes inconscientes. Je la ferme chaque soir sans même y penser. Mes yeux se sont habitués à la faible lumière qui venait du couloir, et j'ai vu quelque chose qui m'a complètement réveillé. Il y avait une main sur le cadre de la porte, juste 4 longs doigts, fins enroulés autour du bord du cadre. La forme était reconnaissable, mais pas humaine. Ils étaient trop longs et lisses. Ma respiration s'est arrêtée, mais mon corps a réagi instinctivement. J'ai balancé mes jambes hors du lit pour me lever, et la main s'est retirée d'un seul mouvement fluide. Quelque chose s'est retiré de l'embrasure de la porte, et j'ai aperçu ce qui ressemblait à une queue disparaissant dans le couloir. Ça ne courait pas, ça ne trébuchait pas, ça ne se cognait contre rien, ça disparaissait simplement avec une rapidité et une grâce surnaturelles. J'ai bougé rapidement, le cœur battant, en sortant dans le couloir, mais il n'y avait rien. La maison était silencieuse, mais malgré tout, j'ai vérifié chaque pièce, chaque recoin, j'ai même revérifié les serrures des portes et des fenêtres. Tout était sécurisé et il n'y avait aucun signe d'effraction, aucune serrure desserrée et rien de dérangé. Je suis revenu dans la chambre sans savoir à quoi m'attendre, mais mon fils dormait profondément, blotti contre son oreiller de poitrine parfaitement placé sous sa tête. Sa respiration était régulière et profonde. Et quand j'ai touché son front, la fièvre qu'il avait eue plus tôt avait disparu, comme si elle n'avait jamais existé. C'est à ce moment-là que j'ai ressenti cette sensation, ce calme dans l'air, pas de la crainte, pas de la peur, mais autre chose, comme si on m'observait, comme si quelque chose était entré chez moi, quelque chose qui n'avait rien à y faire. Ça n'essayait peut-être pas de nous faire du mal, mais ça a laissé derrière un calme creux. Je ne peux pas l'expliquer. J'ai 2 chiens qui dorment chaque nuit dans ma chambre sans jamais aboyer, grogner ni bouger. Ça me dérange plus que tout. J'ai confiance en ces chiens, ils réagissent à tout, mais ce que c'était, c'est venu et reparti sans les déranger du tout. Je me suis dit que ce n'était qu'un autre rêve, juste mon cerveau qui déraillait à cause des années de privation de sommeil et d'horaires bizarres, mais j'étais complètement réveillé. Et je connais la différence entre un rêve et ce que j'ai vu. Et je reviens toujours à la même question. Pourquoi cela n'arrive-t-il que lorsque mon fils dort à côté de moi ? Chaque fois que ça arrive, c'est toujours pareil. Une anomalie silencieuse, comme je l'ai déjà dit. Un hiver difficile, je me suis réveillé et son humidificateur était allumé, sans que je l'aie touché. Et sa peluche soigneusement placée sous son bras, comme si quelqu'un l'y avait glissé. Pourtant, il ne bougeait jamais. Je n'ai pas bu depuis des années, et je ne consomme rien de plus fort qu'un joint de temps en temps quand je fais du camping avec de vieux amis. Et je n'ai rien pris la nuit dernière. Ma santé mentale est solide, j'ai déjà eu quelques épisodes de paralysie du sommeil, c'est vrai, mais ce n'était pas ça, et ce n'était pas non plus un cauchemar terrifiant, c'était autre chose. J'ai commencé à penser que tout ce qui se trouve chez moi, si c'est bien le cas, est lié à mon fils d'une façon ou d'une autre. Cela ne vient jamais pour moi, ne menace jamais, n'apparaît que lorsqu'il est là, seulement alors, chaque fois que cela arrive. Quelque chose de petit, prudent et utile. Alors maintenant, il me reste cette question. Devrais-je m'inquiéter ? Je n'ai pas peur pour moi. J'ai déjà vécu avec des choses étranges, mais je suis son père et je dois le protéger. Et je ne sais pas si cette chose, quoi que ce soit, veille sur lui ou l'observe. J'étais autrefois totalement adepte de l'approche scientifique traditionnelle pour tout.
Si Richard Dawkins parlait, c'était parole d'évangile. Si Neil deGrasse Tyson avait un avis, je le répétais sans question. Ma curiosité et mon esprit critique étaient en pilote automatique. J'étais un mouton suivant aveuglément les voies de l'autorité et de la science. Puis un jour, quelque chose s'est produit, et à partir de ce moment-là, le monde a commencé à devenir plus étrange. Par une chaude journée d'août au Massachusetts, l'air lourd était chargé de fumée due aux incendies de forêt au Canada. Je rentrais chez moi avec mon pote Giovanni quand, alors que nous allions entrer par la porte du patio arrière, Gio m'a soudainement arrêté. « C'est quoi ce truc ?» Au début, je n'ai rien vu, mais en suivant la direction de son doigt pointé, je l'ai aperçu. Un petit pointe noire flottant juste au-dessus de la cime des arbres dans le jardin. Il avançait vers nous à un rythme lent et régulier. À mesure qu'il se rapprochait, à peut-être 8 à 10 mètres au-dessus de nos têtes, nous pouvions le voir plus clairement. Il était noir, mais avait cette étrange teinte brun-violet, presque comme de l'huile sur de l'eau, et il flottait comme une bulle. Ce n'était pas la partie la plus étrange. L'air autour de lui semblait déformé, comme si l'espace lui-même se courbait autour de l'objet, comme un anneau d'Einstein. Sur ces images de trous noirs, il ne dérivait pas non plus sans but. Il avait une intention. Lorsqu'il a atteint une ligne électrique, il s'est ajusté, reculant et passant au-dessus. Lorsqu'une branche d'arbre se trouvait sur son chemin, il s'est passé en dessous, puis il a reculé de nouveau. Il a flotté au-dessus de la maison du voisin et a continué sa route, disparaissant au loin. C'était la première fissure dans ma vision du monde, et tout est devenu plus étrange ensuite. J'ai déménagé dans un autre état, et c'est là que les choses vraiment inexplicables ont commencé à se produire. J'ai vu une barrière bébé se refermer seule. Une main grise et sombre l'a refermée, bien qu'il n'y ait eu personne d'autre. J'ai vu un autre objet volant non identifié cette fois avec ma femme et mes enfants à mes côtés. Puis j'ai vécu une expérience de mort imminente. Après m'être réveillé de l'opération, ma tension artérielle a chuté et mon cœur s'est arrêté. À ce moment-là, j'ai vécu quelque chose que je ne peux pas vraiment décrire. Une lumière, un sentiment d'amour écrasant, une compréhension totale de tout. Ce n'était pas un rêve, ce n'était pas une hallucination, c'était réel. Depuis ce jour, ma vie est remplie de coïncidences trop précises et parfaites pour n'être que le fruit du hasard. Et j'en suis arrivé à une conclusion. Les scientifiques et les universitaires ne savent rien de notre réalité. Bien sûr, ils savent ce qu'ils peuvent mesurer, ce qu'ils peuvent calculer, mais on ne peut pas mettre l'amour dans une éprouvette. On ne peut pas quantifier l'âme. Beaucoup d'entre eux, après avoir passé 8 ans à se concentrer sur une seule discipline étroite, deviennent tellement arrogants qu'ils rejettent tout ce qui sort de leur petite bulle d'expertise. Ils se moquent de ce qu'ils ne comprennent pas, car leur professeur titulaire ne leur a pas appris, tandis qu'ils tentaient de gérer leurs propres souffrances. Nous devons faire l'expérience du monde par nous-mêmes et penser par nous-mêmes. Donc, à ceux qui m'ont toujours dit que l'existence dépasse ce que la science explique. Aux croyants, à ceux qui ont vécu des expériences et qui savaient. Ceci est mes excuses. Vous aviez raison depuis le début. Durant l'été 2012, tout juste après avoir terminé l'école primaire, mes 6 amis et moi nous rendions presque chaque jour exactement au même endroit. En périphérie de la ville, nous avions trouvé un champ avec un petit bois attenant et c'est très vite devenu notre nouveau repère. Nous passions la plupart de nos journées à grimper aux arbres, à jouer à chat et à cache-cache. Tout au bout de notre repère, il y avait un ruisseau large de 4 pieds qui séparait le champ où nous jouions du club de rugby de la ville, qui se trouvait lui aussi en périphérie. La raison pour laquelle je parle de ce ruisseau, c'est que mes amis et moi, en le découvrant, y passions aussi beaucoup de temps. Cet été-là, nous aimions jouer à ce jeu enfantin. L'un d'entre nous devait sauter par-dessus la berge pour atteindre l'autre côté ou traverser en passant sur une étroite planche en bois que nous avions trouvée pour faire un pont. Comme j'étais en quête d'attention à cet âge-là, j'étais toujours prêt à sauter et à passer de l'autre côté. En fait, j'étais le meilleur à ça. Presque tous ceux qui essayaient finissaient généralement avec un pied dans une eau pas très propre.
Cependant, plusieurs mois plus tard, et presque à la moitié de notre première année au collège, notre tradition de sauter par-dessus les ruisseaux et de jouer à cache-cache dans les champs était malheureusement devenue bien moins fréquente avec le déroulement de l'année scolaire. Cela a duré jusqu'à un après-midi où mes amis et moi sommes retournés à notre repère près du ruisseau voisin, en traversant et en entrant derrière le terrain du club de rugby. Ces terrains comprenaient 2 grands terrains de rugby et une petite parcelle d'herbe sur le côté. C'est là que le ruisseau nous avait menés. Je ne suis pas sûr de ce que nous faisions là, nous 5 ou 6. Parfois, nous jouions à chat ou à cache-cache sur ces terrains. D'autres fois, nous explorions simplement. Mais ce dont je me souviens ensuite de cet après-midi-là, peu importe le mois d'automne, c'est que nous avons aperçu quelque chose voler dans le ciel pas très lointain et venir droit vers nous. Au début, nous avons pensé que ce n'était rien de plus qu'un avion ou un appareil de la Royal Air Force, car notre ville en voyait passer régulièrement dans le ciel. Cependant, plus cette chose s'approchait, plus elle commençait à ressembler à autre chose, quelque chose que probablement aucun de nous n'avait jamais vu. Cela commençait à ressembler à ce que nos esprits juvéniles et imaginatifs ne pouvaient en interpréter que comme un vaisseau spatial extraterrestre d'une certaine sorte. Quoi que ce soit, cette chose continuait de venir vers nous et volait étrangement bas, aussi proche qu'elle l'était maintenant. Je pense que nous attendions tous que cet engin nous montre clairement s'il s'agissait d'un avion quelconque. Mais ce dont je me souviens encore très clairement, c'est que cette chose était juste au-dessus de nos têtes. Et ma pensée suivante en la regardant, c'était que c'était un objet volant non identifié avant même qu'une autre idée ne me vienne à l'esprit, que ce soit de l'émerveillement, de la crainte ou de la panique. Un de mes amis, à 1 ou 2 mètres derrière, a crié « mince ». Et quand je me retourne, tout ce que je vois, ce sont tous mes amis. Ils s'enfuyaient vers la berge du ruisseau. On aurait dit qu'ils couraient pour sauver leur vie. Si je me souviens bien, il n'y avait que moi et mon ami Georges qui ne l'ont pas fait. Je suis sûr que j'ai aussi pensé à m'enfuir, mais je devais être tellement stupéfait ou incrédule devant ce que je voyais. Et même si je m'étais enfui, je pensais qu'il allait sûrement m'enlever. Que je cours ou que je reste là où j'étais convaincu qu'il n'y avait rien que je puisse vraiment faire. S'il devait m'emmener, il le ferait. Quand je me suis détourné de mon ami pour regarder à nouveau ce que je pensais être un vaisseau extraterrestre, ce que je vois à la place, c'est une sorte d'appareil volant à basse altitude. Un avion de chasse militaire s'est légèrement détourné de nous et s'est éloigné en volant. Mes amis ont dû remarquer aussi que ce n'était qu'un avion de chasse militaire. Ils ont arrêté de courir et sont revenus lentement vers le reste du groupe, réalisant qu'il n'y avait rien à craindre. Même si mon souvenir de la conversation qui a suivi est flou, nous avons tous discuté de ce que nous venions de voir. En effet, pensant que c'était un objet volant non identifié à ce moment-là, pour finalement réaliser que c'était un avion de chasse militaire. Je ne me souviens pas que la conversation soit allée plus loin ni même de ce que nous avons fait ensuite. D'ailleurs, nous sommes probablement simplement retournés jouer au football au parc. Cependant, quelque chose dont je me souviens discrètement jusqu'à aujourd'hui, c'est que pendant les 2 années suivantes où je les ai encore connus, avant de partir à l'étranger avec ma famille et mes affaires, c'est qu'aucun d'entre nous n'a jamais reparlé de cette expérience, même pas pour en rire. On n'a jamais eu de « tu te rappelles quand on pensait voir un objet volant non identifié mais c'était un avion ?» Je me suis éloigné de la plupart de ces amis l'année suivante, car nous avons été séparés dans différentes classes à l'école et nous avons joué dans des équipes de football rivales. Alors peut-être qu'ils ont parlé de cette expérience sans moi. Cependant, lors de ma dernière année avant de partir à l'étranger, j'ai renoué avec mon meilleur ami Kai, qui était là ce jour-là au club de rugby. Cette année-là, nous avions un cours de théâtre ensemble. Et c'est pendant ces cours que nous avons découvert toutes ces légendes urbaines terrifiantes que la classe devait ensuite interpréter de façon théâtrale. C'est aussi grâce à ces cours que Kai et moi sommes devenus obsédés par les légendes urbaines, au point de regarder des vidéos effrayantes à leur sujet. Mais cette même année, alors que nous aimions nous faire peur ensemble, jamais, à ma connaissance, ni l'un ni l'autre n'avons évoqué ce souvenir du club de rugby. Kai était un ami que j'ai vu s'enfuir ce jour-là. Il avait évidemment eu peur de l'engin lui aussi, mais je n'en ai jamais parlé non plus.
En fait, je crois que j'ai presque oublié toute cette expérience, tout comme ma première expérience 1 an auparavant. Mais ce qui me paraît encore plus fou, c'est que j'ai l'impression d'avoir oublié ces 2 expériences, peu importe ce qu'elles étaient, pendant les 10 années qui ont suivi. Si je parle de cette 2e expérience, même si ce n'était qu'un avion de chasse militaire, c'est parce que, depuis que j'ai récemment repensé à ma première expérience et que je me suis familiarisé avec le folklore et l'histoire des objets volants non identifiés, certains éléments de cette journée ne collent au plus pour moi. Premièrement, si c'était un avion de la Royal Air Force et qu'il volait dangereusement bas, potentiellement à seulement 30 mètres au-dessus de nous, d'après mes recherches, les avions de la Royal Air Force peuvent voler aussi bas que 30 mètres. Mais lorsqu'il s'agit de zones peuplées contenant des véhicules et des civils, ils ne peuvent pas descendre en dessous de 150 mètres, Satebezans. Si c'était un avion de chasse, il se peut qu'il ne nous ait même pas vus, mes amis et moi, mais il volait quand même dans et autour d'une ville peuplée. Deuxièmement, je suis absolument convaincu que cet engin qui volait au-dessus de moi était un vaisseau extraterrestre, à environ 30 mètres au-dessus de moi, et c'est ce que je croyais voir. C'est seulement en voyant mes amis s'enfuir. Et puis, en regardant de nouveau, j'ai réalisé que c'était en fait un avion de chasse militaire. Et peut-être l'aspect le plus déroutant de cette expérience, c'est que, d'après mes souvenirs, le jet de la Royal Air Force ne faisait pratiquement aucun bruit. D'après ce que j'ai lu et vu depuis, les avions de la Royal Air Force à seulement 25 mètres après le décollage sont tellement bruyants qu'ils peuvent même vous percer les tympans. Comme je l'ai dit, ce jet n'était pas à plus de 50 mètres au-dessus de nous. Pourtant, je pouvais encore entendre les exclamations de mes amis derrière moi qui étaient récemment tombés dans le terrier du lapin des objets volants non identifiés. L'an dernier, j'ai vu une vidéo, vraie ou non, montrant une lumière jaune brillante tournoyant dans le ciel, aussi claire que le jour, se transformant lentement en avion de ligne. Dans cette vidéo, la transition a duré presque 1 minute. Je me suis alors demandé si l'appareil que j'avais vu aurait pu faire la même chose. Cependant, lorsque j'ai partagé mes expériences en ligne il y a seulement quelques mois, une personne a suggéré de façon rationnelle que l'appareil que j'avais vu aurait pu l'être. En fait, l'Avro Vulcan 1H558 qui était en service autour de 2012 est basé à l'aéroport de Doncaster-Sheffield, non loin de l'endroit où je vivais. C'est en effet un appareil à l'apparence très étrange, avec des ailes qui ressemblent à quelque chose que l'on pourrait voir dans Star Trek aujourd'hui. Si vous me demandez en 2025, pour rester rationnel, je dirais que ce que j'ai vu en 2012 était un avion à réaction, même si cela ressemblait à un objet volant non identifié, dont l'apparence étrange a simplement troublé un groupe de garçons de 12 ans. Pour conclure les spéculations sur cette seconde expérience, je vous laisse avec ceci. Peu après avoir partagé mon expérience, un internaute m'a suggéré de la raconter à un enquêteur spécialisé dans les objets volants non identifiés centrés sur leur activité dans le Yorkshire. Me sentant en quête de réponse, j'ai envoyé un email à ce même enquêteur. Intrigué par mon histoire, il m'a demandé d'avoir une conversation téléphonique avec moi. Et après avoir revécu cette expérience avec lui, en soulignant à quel point le jet semblait voler dangereusement bas sans produire beaucoup de bruit, il m'a simplement dit que ce n'était pas un appareil militaire. Je vous laisse l'interprétation, mais je me souviens de ce que j'ai vu. Salut, c'est Mortis Media, merci de m'avoir écouté. J'espère que vous avez aimé notre sélection d'histoires effrayantes sur les cryptides. Dites-moi en commentaire laquelle vous avez préférée. Et si vous souhaitez profiter de super avantages exclusifs ainsi que de nombreux autres bénéfices sympas, n'hésitez pas à jeter un œil au lien Patreon dans la description ci-dessous. Mais c'est tout pour moi. Je tiens simplement à adresser un dernier remerciement à mes membres et à mes mécènes dont les noms apparaissent à l'écran. D'ici la prochaine fois, restez formidables et à la prochaine vidéo. Bonne nuit.